Test, 1, 2, 1, 2. Ça fonctionne? Ça fonctionne? Ça fonctionne? Bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde donc, sur le sujet à quoi va ressembler le business de l'assurance à l'ère des nouveaux risques. Et en fait, on entend beaucoup parler du secteur de l'assurance ces dernières années avec la multiplication des catastrophes naturelles. Et je le rappelle quand même, en 2025, les pertes assurées sur les catastrophes naturelles hors événements exceptionnels ont atteint environ 110 milliards de dollars. Et on est sous la moyenne à long terme. Mais en fait, selon le réassureur Swiss Re, on va potentiellement tripler en cas d'année difficile dès 2026. Donc on s'est dit que c'était le moment de faire un point avec Ziad Gebran, qui est directeur des relations presse et communication actionnaire chez AXA. Et donc, première question, AXA, on sait que c'est l'un des plus grands assureurs du monde, mais je pense qu'on n'a pas totalement la notion de l'envergure d'AXA. Est-ce que tu peux nous faire une présentation express ? Très bien, merci beaucoup Shahil. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, AXA, c'est d'abord une aventure entrepreneuriale française, puisque Claude Bébert a créé ce groupe il y a 40 ans à la base de Petite Mutuelle de Normandie. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est un des plus grands assureurs du monde. Aujourd'hui, on se classe dans le top 3 des assureurs mondiaux. On est évidemment avec Allianz et Generali parmi les grands fleurons de l'assurance européenne. Et on est le plus grand assureur d'entreprise, parce qu'effectivement, dans l'assurance, il y a à la fois la ligne particulier et la ligne entreprise. Voilà, donc c'est un groupe qui a des résultats records. En 2025, on a fait des résultats records avec une croissance à 2 chiffres. Et pour justement donner cette dimension exacte d'AXA, on est aujourd'hui 2 moteurs de rentabilité du groupe, à la fois AXA France, qui est la principale filiale du groupe, mais aussi AXA XL, cette entreprise qu'on a rachetée en 2018 pour assurer les grandes entreprises, qui sont les 2 moteurs de rentabilité. Et à côté de ça, on a évidemment les marchés européens, l'Europe occidentale, et puis les marchés émergents. Et puis troisièmement, c'est une entreprise qui a toujours mis les actionnaires individuels au cœur de son modèle. Donc on a 400 000 aujourd'hui actionnaires individuels, parce qu'effectivement, on considère, et parce qu'il y a aussi des salariés qui sont actionnaires, on considère que d'une part, le partage de la valeur doit se faire avec les actionnaires, et d'autre part, il faut aussi que ça concerne tout le monde l'assurance, il faut que tout le monde soit associé à la stratégie d'entreprise. Et donc, comme je l'ai dit en intro, l'idée aujourd'hui, c'est de se poser la question comment est-ce qu'on continue d'assurer un monde où il y a de plus en plus de risques et d'incertitudes. Et comme assureur, AXA, vous vous intéressez beaucoup à l'avenir et l'évolution des grands risques, et vous publiez justement le Future Risk Report, qui revient justement sur la perception des grands risques dans le monde. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce que dit ce rapport sur la situation actuelle ? Ouais, effectivement, on fait ce rapport depuis une douzaine d'années dans en tout une cinquantaine de pays. On a 2 populations, une population générale et une population d'experts. Et en fait, on voit que d'une part, le risque climatique s'impose depuis 3 ans comme le risque le plus important, en tout cas le plus marquant pour notre population qu'on interroge. Et après, on voit aussi l'éruption de nouveaux risques qui émergent et qui du coup impactent l'activité d'assurance. D'une part, tous les risques liés à la technologie, le cyber ou l'intelligence artificielle, et d'autre part, les risques, disons, macro, d'une part la macroéconomie et la macro-géopolitique. On voit en ce moment justement à quel point l'actualité, malheureusement, nous rattrape pour pouvoir justement faire réinventer le métier d'assureur. Donc cette étude-là montre que d'une part, le risque climatique continue à être la préoccupation de nos populations, et d'autre part, on a des nouveaux risques qui émergent, et donc ça oblige aussi l'assureur à évoluer en permanence son modèle et sa façon de faire de l'assurance. Et c'est quoi le principal risque aujourd'hui ? Et je crois que vous faites la distinction entre grand public et experts. Alors, le principal risque, il est le climatique. En revanche, nous, on considère qu'il y a un risque qui est un peu induit dans tous ces risques-là. C'est le risque de fragmentation sociale ou de fragmentation géopolitique, parce que sans justement une société qui fonctionne sur la mutualisation des risques, on ne pourra pas faire de l'assurance. Un peu comme beaucoup de sujets, comme l'épargne, comme la retraite. Tout le monde pense qu'on met de l'argent dans un compte bancaire, on veut récupérer l'argent qu'on met dans un compte bancaire chez l'assureur. Et en fait, l'assurance fonctionne sur la mutualisation. C'est que tout le monde cotise pour que, quand il y a un grand risque dans une zone du monde, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est la collectivité, évidemment avec l'argent de l'assureur, qui va venir ensuite compenser les pertes. Voilà. C'est un peu le principe qu'on veut rappeler à chaque fois pour expliquer que le principal risque, c'est aussi le risque de fragmentation et qu'on n'ait pas justement, qu'on perde l'esprit que la mutualisation, c'est un peu l'essence même de l'assurance. Derrière toi, on a la slide avec le top 10 des risques. Tu peux nous faire un point sur ce qui est le plus difficile à assurer et peut-être éventuellement revenir sur les spécificités. Ouais. Alors, tu le disais justement en introduction, le risque climatique, évidemment, et on le voit dans le quotidien, devient de plus en plus présent. Et pourquoi ça a été en dessous de la moyenne, comme tu disais? Parce qu'en fait, on n'a pas eu des catastrophes naturelles de grande ampleur, entre guillemets, les dernières années. En revanche, on a eu ce qu'on appelle des périls secondaires. Donc, on a la multiplication des inondations, de la sécheresse, des feux de forêt. Ce qui rend justement plus compliqué
aujourd'hui à assurer ce risque qui est le principal risque. On a après des risques comme l'instabilité géopolitique qui sont des risques très particuliers à assurer. Le risque de guerre, par exemple, on ne l'assure que dans certaines situations, et on pourra en parler si ça intéresse par rapport à la situation dans le Golfe en ce moment. Et puis après, on a des risques, on peut le voir pour prendre des faits d'actualité qui peuvent intéresser tout le monde, les émeutes en Grande-Bretagne en 2024 ou en France en 2023. Ce sont des risques qui sont difficiles à appréhender parce qu'il y a forcément un partenariat public-privé à mettre en place. C'est que les émeutes, on n'est pas responsable du maintien de l'ordre. En revanche, il faut effectivement qu'on trouve la bonne façon d'indemniser ces dommages, et c'est pour ça, et on pourra rentrer dans le détail, il y a des mécanismes aussi de partenariat pour pouvoir justement avoir de la réassurance sur des risques particuliers pour que l'assureur paie une partie et qu'après l'État ou un réassureur privé prenne le relais. Je me permets de rebondir parce que tu l'as évoqué, la situation en Iran. Comment est-ce que ça se passe en fait chez l'assureur, chez un assureur comme AXA? Alors, il faut distinguer le dommage particulier du dommage entreprise. Pour les particuliers, on n'assure pas le risque de guerre, c'est un risque spécifique, il y a des assureurs spécifiques là-dessus. Pour nos clients grandes entreprises, ça pour le coup, on ne laisse pas des grandes entreprises qui sont clients chez AXA depuis un moment sur le carreau quand il y a un risque de guerre, donc on assure le risque de guerre, il y a une surprotection. Évidemment, l'enjeu pour un assureur, c'est de bien mesurer le coût du risque, et d'ailleurs ça vaut pour tous ces risques, c'est qu'on a des équipes qui vont modéliser, qui vont trouver le bon niveau de risque pour pouvoir justement trouver le bon prix de la police d'assurance. Donc en fait, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a d'une part le risque des dommages qui sont occasionnés par la guerre, qu'on assure dans certains cas. Après, il y a le risque de perte d'exploitation, quand vous avez une chaîne de valeur qui ne peut plus fonctionner parce qu'il y a une cargaison d'un bateau qui est bloqué dans le détroit d'Ormuz, on assure aussi cette perte d'exploitation. Et après, effectivement, il y a l'assurance voyage, qui est aussi un vecteur important chez nous, où on doit rapatrier, avec notre filiale d'assistance, des personnes qui seraient coincées à travers le monde. Donc c'est un risque particulier, mais qui obéit aux mêmes règles de mutualisation. Et pour nous, en tant qu'assureur, l'enjeu, par rapport à ces crises-là et à la multiplication de toutes ces crises, c'est de bien diversifier son portefeuille. On fait en sorte d'être un peu présent partout, de ne pas exclure d'office soit une zone géographique, soit un risque particulier, mais de diversifier au maximum notre portefeuille pour éviter d'être trop exposé et justement pour éviter de fragiliser les fondamentaux économiques de l'entreprise. Et j'ai envie de revenir sur un autre épisode aussi qui était pour moi un moment un peu charnière pour l'assurance. C'est les feux en Californie. On a vu de nombreux assureurs se retirer. Pourquoi ? Alors justement, nous on considère par principe que rien n'est inassurable. Tout doit être assurable, mais il faut fixer les bonnes conditions de l'assurabilité. Ces trois conditions, c'est d'une part fixer le bon prix de l'assurance. Et justement, en Californie, le régulateur californien a bloqué les prix, ce qui fait que beaucoup d'assureurs privés ont décidé de ne pas assurer le climat, enfin le risque climatique en Californie, parce qu'on ne pouvait pas justement fixer le bon prix par rapport au bon niveau de risque. La deuxième condition, c'est la prévention et l'adaptation, c'est qu'il faut accompagner nos clients pour prendre des mesures de prévention pour justement faire face à des nouveaux risques ou des risques qu'on connaît malheureusement de plus en plus. C'est par exemple de refaire les fondations de sa maison pour affronter le risque de sécheresse. C'est par exemple, quand feu de forêt, ne pas reconstruire en Californie, ne pas reconstruire en bois. Beaucoup de maisons étaient malheureusement en bois, mais en béton. C'est plus solide. C'est le fameux Build Back Better que les Américains ont théorisé après les ouragans. Et la troisième condition, c'est le partenariat public-privé. C'est de se dire, à un certain niveau de risque, l'État, la puissance publique, peut venir compenser les pertes qu'un assureur peut avoir à subir, parce que c'est trop important pour que l'assureur privé, avec les cotisations de chacun d'entre nous, puisse assurer ce risque-là. Et la partie prévention, c'est nouveau, c'est récent ou c'est quelque chose qui existe depuis longtemps avec la multiplication justement des risques ? Alors c'est ancien parce qu'on le fait pour des risques que vous connaissez tous, la sécurité routière. C'est la loi qui nous oblige, par exemple, de faire des campagnes de prévention, des campagnes de sensibilisation, la ceinture de sécurité. Donc c'était un peu l'origine de cette logique de prévention. En revanche, on est en train de l'industrialiser sur plein de risques, justement, pour faire face à cette multiplication des risques. On le fait évidemment sur le climat, donc on accompagne aussi nos clients avec des dispositifs financiers de rénovation énergétique de leur logement ou justement d'adaptation. Je prends l'exemple par exemple d'une entreprise d'agroalimentaire qu'on va accompagner comme quasiment un cabinet de conseil pour qu'ils changent le cycle de plantation pour justement s'adapter au réchauffement climatique. Ou bien sur le cyber, on accompagne aussi nos clients avec des conseils en prévention, en installation d'outils, de logiciels pour avoir des pare-feux, pour aussi former les PME, les ETI qui sont les moins aujourd'hui protégés face à ce risque-là, de les accompagner pour que la protection soit assurée. Donc voilà, c'est pas nouveau dans la logique de l'assureur, mais aujourd'hui on l'industrialise, voire on essaie d'imaginer des nouveaux métiers au sein de l'assureur. Et il y a quand même certains événements où en fait l'assureur ne suffit plus à assurer les dégâts. Et donc est-ce que le modèle assurance-État devient incontournable ? Et est-ce que tu peux aussi nous parler du régime particulier
qu'on a en France, il me semble, avec le régime catastrophe naturelle. Exactement, c'est un régime qui est vraiment unique au monde. Après, il faut qu'il soit déployé dans d'autres pays en fonction de la culture politique et économique d'un pays. Mais dans chaque police d'assurance que vous payez, auto et habitation, vous payez une partie qui va dans une caisse gérée par l'État, une caisse de réassurance. C'est la caisse de catastrophe naturelle qui n'est activée que quand il y a des grands risques, une grande inondation ou un grand feu de forêt. L'État décide que c'est une catastrophe naturelle et à ce moment-là, l'assureur privé paye évidemment une partie des dommages, mais 50% des dommages sont payés par cette caisse-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de déployer dans d'autres pays pour dire qu'il faut qu'il y ait un partenariat public-privé, à la fois sur ce risque qu'on connaît bien, mais aussi sur des nouveaux risques comme le cyber. On peut imaginer aussi d'avoir ce même risque sur le cyber. Il existe aussi, par exemple, pour le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, sur les polices d'assurance, il y a une partie de l'argent qui va à une caisse de l'État pour justement assurer le risque de terrorisme ou en tout cas payer les victimes quand malheureusement il y a un acte terroriste sur notre sol. Donc, voilà, donc c'est des dispositifs de partenariat public-privé qui sont importants, premièrement. Mais deuxièmement, il faut aussi que la prévention, nous on dit que notre rôle à l'avenir ne sera plus uniquement d'indemniser et justement d'engager les fonds publics ou les fonds privés pour indemniser, mais il sera pour éviter le sinistre. Il faut agir en amont pour justement éviter que le sinistre arrive malgré un contexte de plus en plus risqué. Et donc ce régime catastrophe naturelle, on l'a qu'en France dans le monde ? On l'a qu'en France comme ça. Et il y a d'autres initiatives, comme en Espagne, par exemple, avec les inondations de Valence. Il y a un consortium aussi public qui va venir pas forcément payer une partie, mais payer quasiment tous les dommages, ce qui n'est pas la même chose en France. La France, il y a un vrai partage, il y a un vrai partenariat. Donc dans certains pays, il est différent. Et en France, il est plus fréquemment utilisé, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une inondation, malheureusement, ou un feu de forêt, on l'active quand c'est de grande ampleur et qu'un assureur privé ne peut pas tout seul payer les dommages. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne l'a pas tous en tête, mais AXA génère beaucoup de revenus. Et comment est-ce que tu peux nous parler des différentes activités ? Alors, effectivement, dans les différentes activités, on est quasiment bien équilibré entre le dommage aux particuliers et le dommage aux entreprises. Les entreprises, c'est un énorme vecteur de croissance pour nous parce que de plus en plus de grandes entreprises qui ont une empreinte mondiale doivent faire face à une multiplication des risques. Donc ça, c'est le premier point. Et sur les particuliers, il y a à la fois des assurances classiques que vous connaissez, auto, habitation, responsabilité civile, etc. Là, on voit la conquête de nouveaux clients. On a gagné sur le particulier 1,7 million de clients en 2025. C'est sur des polices d'assurance qui sont designées, qui sont conçues pour des besoins spécifiques. Je prends un exemple sur les auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, un auto-entrepreneur qui arrivait chez AXA devait prendre à la fois une assurance santé, une assurance auto, une assurance habitation et une assurance responsabilité civile. Et en fait, c'était trop cher pour lui, il y avait plein de clauses qu'il n'utilisait pas. Et à l'inverse, il ne voulait pas une assurance low cost parce qu'on a aussi des assurances type direct assurance qui sont beaucoup moins chères qu'AXA. Et donc, on a designé une police d'assurance qui était vraiment conçue pour des besoins spécifiques. Et donc, pour nous, les vecteurs de croissance pour aller à la conquête de nouveaux clients et faire de la croissance organique, ne pas faire de la croissance uniquement externe, c'est justement de designer des produits pour des populations spécifiques qui ne sont pas aujourd'hui chez nous. Deuxième exemple, c'est d'aller toucher des personnes qui sont éloignées du secteur de l'assurance. On fait des partenariats avec les postes locales en Espagne ou dans des pays émergents parce que les postes sont un bon vecteur aussi d'assurance qu'on appelle inclusive pour aller toucher des personnes qui n'ont pas forcément d'assurance de ce type-là. Et puis troisièmement, c'est effectivement de développer toute une panoplie de nouveaux services qui vont ensuite arriver à accrocher des nouveaux clients, comme justement les services de prévention ou les services de conseil en adaptation qui vont justement permettre d'avoir de nouveaux clients dans notre périmètre en leur apportant un autre service qu'uniquement l'indemnisation. Voilà, donc les vecteurs de croissance, ils sont là pour l'avenir. Et puis on pourra parler évidemment de l'IA, mais qui est plus évidemment structurant pour une entreprise comme AXA. Et avec un monde de plus en plus incertain, est-ce qu'on pourrait voir une évolution du business model des compagnies d'assurance ? Oui, après je ne suis pas capable aujourd'hui de te dire comment on va équilibrer entre l'indemnisation, qui va rester évidemment le cœur de notre métier, et la prévention. Mais on commence à avoir des initiatives pour offrir plus de services et les monétiser. La vraie question, c'est comment on monétise, mais comme toute nouvelle activité qu'une entreprise peut lancer. On a lancé par exemple AXA Climate, qui est une entreprise qui fait vraiment du conseil en adaptation. C'est une start-up, donc vraiment hors du groupe, enfin hors du groupe, dans le groupe AXA, mais hors physiquement du groupe AXA, pour justement être beaucoup plus agile, pour faire du conseil en adaptation et en prévention aux entreprises. On a lancé une autre initiative qui s'appelle la Digital Commercial Platform, qui fait de la géospatialisation des risques à travers les images satellites, à travers le big data sur toute l'historicité des données qu'on peut collecter. On va les conseiller aux entreprises pour dire implantez votre usine plutôt ici où il y a moins de broussailles et plutôt ici en construisant un bassin de rétention pour éviter les inondations, grâce justement au big data, à la géospatialisation et à l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est des nouvelles activités qu'on lance. Et effectivement, la question, c'est comment on les monétise et quelle part ensuite de business ça va représenter à l'avenir par rapport au métier classique de l'assurance, qui est l'indemnisation.
Et il y a un point que je trouvais super intéressant dans l'annonce de vos résultats, c'est que vous parlez donc de l'utilisation de l'IA pour notamment analyser toutes les données que vous avez, parce que vous en avez énormément. Tu peux nous dire un peu comment ça va évoluer tout ça chez AXA? Un assureur, c'est beaucoup de contrats très imbitables pour beaucoup. Et donc, tous ces contrats de 40 à 50 pages, ça contient plein de données qui ne sont pas structurées. Et donc, aujourd'hui, on estime à 3,5 milliards de documents le potentiel de données qu'on peut exploiter. Donc, l'idée, c'est d'abord de les transformer en données structurées pour ensuite demander à une intelligence artificielle de les analyser et d'en tirer des enseignements. Par exemple, de trouver qu'un bâtiment construit dans les années 60, il y a eu tant de feux de forêt dans les 10 dernières années, et donc on va pouvoir justement bien mesurer le coût du risque et aussi bien apporter le conseil de prévention, parce qu'on peut voir dans les datas que justement on a installé un sprinkler, donc c'est le dispositif d'alerte incendie et qui diffuse de l'eau, un sprinkler tous les 10 mètres, et en fait il faut en mettre tous les 5 mètres pour que ce soit beaucoup plus efficace. Donc tout ça va nous permettre à la fois de mieux mesurer le coût du risque, premièrement, et deuxièmement, d'apporter les bons conseils de prévention. Et donc c'est pour ça aussi qu'on recrute des nouvelles personnes, des nouveaux profils qu'on n'avait pas forcément chez AXA, évidemment des data scientists, évidemment des experts en intelligence artificielle. On fait des partenariats avec tous les LLM ou tous les prestataires qu'on peut connaître sur le marché pour justement ne pas rater ce virage-là qui est clé pour nous, qui va nous permettre de mieux faire notre job et bien évidemment de mieux servir nos clients, avec aussi une dimension très importante sur le direct. C'est qu'aujourd'hui, AXA fonctionne beaucoup sur les agents, les intermédiaires qui vendent des contrats d'assurance. La vente directe au-delà des agents, même si on tient nos réseaux d'agents, on voit bien qu'il y a une nouvelle génération qui va acheter de l'assurance en direct. Et donc, on va aussi utiliser toute la technologie de connexion en direct, y compris de vente sur des LLM, pour pouvoir justement toucher de nouveaux clients. Et une question aussi, je reviens donc parce qu'on parlait, tu es aussi communication investisseur. Aujourd'hui, un actionnaire chez AXA, qu'est-ce qu'il vient chercher donc, en ajoutant du AXA dans son portefeuille? Alors, premièrement, il vient chercher une valeur qu'on appelle de fonds de portefeuille, c'est-à-dire une valeur qu'on garde sur le long terme parce que c'est une valeur un peu sûre, un peu patrimoniale, c'est une boîte que tout le monde connaît, on voit le logo AXA un peu partout, donc c'est important d'avoir ça en tête. Deuxièmement, c'est quand même une rétribution des actionnaires, qui est un engagement en tout cas de rétribuer les actionnaires, donc le résultat opérationnel à 75% est redistribué aux actionnaires, soit en dividende, soit en rachat d'actions. Le dividende qui sera proposé à l'Assemblée générale d'avril sera de 2,32. On s'engage à ce qu'il soit toujours supérieur d'une année sur l'autre sur la durée d'un plan stratégique. Et troisièmement, c'est évidemment une entreprise qui va être prévisible. On va justement apporter un peu de long terme dans un monde qui est de plus en plus court-termiste. Et donc, même si évidemment on a un plan stratégique tous les 3 ans, notre enjeu, c'est d'apporter aussi une sorte de prévisibilité de nos résultats, de ne pas décevoir, d'avoir toujours un peu cette même régularité pour délivrer des résultats. Et c'est un peu ce qu'on fait depuis, c'est aujourd'hui une coïncidence, c'est 10 ans que notre directeur général a été nommé. Et en fait, il a transformé le groupe complètement pour justement l'adapter et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus résilient par rapport au contexte géopolitique du moment, même s'il n'avait pas forcément anticipé toutes ces crises-là. Et deuxièmement, de garantir aux investisseurs et aux actionnaires individuels une prévisibilité, une régularité dans les résultats qu'on rend. Et là, si on se projette sur 10-20 ans, à quoi est-ce que ça ressemblera le métier de l'assureur, selon toi? Alors, si on fait vraiment de la prospective, je pense qu'on sera, je ne veux pas donner de chiffres, mais on sera vraiment sur un métier de conseil. On veut conseiller, on veut accompagner nos clients sur justement tout leur parcours de vie pour justement qu'ils puissent faire face à ce panorama des risques qui est de plus en plus dangereux, premièrement. Et deuxièmement, il y a des nouveaux métiers. Moi, je suis assez frappé de voir les nouveaux métiers qu'on arrive à attirer chez AXA, même si on a une image de l'assureur un peu pas sexy et peu attractive, sur des climatologues, sur des data scientists, sur des experts, sur des sujets très spécifiques comme le cyber ou l'IA, pour justement de se dire, en fait, on passe d'un métier où il y avait des actuaires un peu classiques qui faisaient des statistiques sur le passé, sur des personnes qui sont beaucoup plus sur la prospective, sur les scénarios, pour essayer d'anticiper l'avenir au maximum et justement éviter d'être un peu pris au dépourvu quand il y a une nouvelle crise qui arrive. Notre enjeu, c'est vraiment, quand on a un client face à nous, de ne jamais être pris au dépourvu quand une crise arrive ou un nouveau risque émerge. Dernière question, tu l'as dit toi-même, donc je me permets de rebondir. Le secteur de l'assurance n'est pas sexy. Et on a pas mal de jeunes dans notre audience aujourd'hui. Donc un jeune aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Passer à l'action AXA? Est-ce que pas l'ajouter dans son portefeuille? La projection à 10-20 ans? Alors, tout le monde aura besoin d'assurance. C'est que plus que jamais, je pense que c'est un panorama des risques de plus en plus justement complexe et très interconnecté. On voit bien que les crises se succèdent sans forcément de temps de pause. Et tous les risques s'interconnectent. Une risque climatique va être lié à un risque sanitaire, va être lié à un risque social, etc. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus un besoin de protection. Donc d'une part, par exemple, pour la marque employeur, c'est très important. C'est-à-dire qu'on sera
Tout le monde dit qu'un assureur classique disparaîtra dans 10-15 ans. Nous, on pense qu'au contraire, on va continuer à exister. Et donc, c'est une valeur effectivement sur de long terme. Et d'autre part, comme il y a un besoin de protection, c'est un peu cynique malheureusement, mais comme il y a un besoin de protection, il y aura forcément, c'est à nous après de bien diversifier le modèle pour éviter d'être trop exposé à une crise. Mais si on diversifie bien notre modèle et notre portefeuille, on réussira justement à délivrer des revenus et du coup une rétribution aux actionnaires de manière régulière et de manière prévisible. Écoute, merci beaucoup Ziad. Je pense que c'est le moment d'ouvrir aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a un micro qui va passer dans les rangs. Bonjour. Moi, je voulais savoir un petit peu le rôle des agents généraux, ce qui va devenir demain voilà, est-ce qu'il va rester en place, est-ce qu'il va rester tel quel, est-ce qu'on va avoir de la concurrence avec justement Internet. Aujourd'hui, tout le monde s'informe beaucoup sur les réseaux, TikTok, Instagram. Est-ce que le métier, alors comme vous l'avez dit, il va y avoir des nouveaux risques, ça c'est sûr qu'il y aura toujours besoin d'assurance. Maintenant, est-ce qu'il y aura toujours l'homme au coin de la rue qui viendra accompagner dans un moment d'incident? Alors, on compte beaucoup sur notre réseau d'agents généraux. On dit, enfin en France, on a un agent tous les 6 km. C'est vraiment un lien de proximité et c'est une force aussi du groupe. Après, il ne faut pas non plus... Donc, on va continuer à investir dans les réseaux de distribution en transformant aussi le rôle de l'agent, justement, sur plus de prévention, plus d'adaptation, et en lui donnant tous les outils d'IA notamment, pour qu'il soit beaucoup plus rapide dans la réponse. Nous, on considère que comme on va voir notre assureur, pas comme la banque, dans des moments un peu difficiles, où on a un sinistre, où on a justement un problème à régler, il faut quand même qu'il y ait ce lien de proximité. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on va continuer à investir dans nos réseaux physiques d'agents. Et au contraire, on a, c'est un peu une anecdote, j'ai pas de chiffre là-dessus, mais beaucoup de conseillers bancaires, parce que pour le coup, les banques font le chemin inverse, qui viennent se reconvertir en agents généraux, parce qu'on veut continuer à investir sur ce réseau-là physique. D'autre part, il ne faut pas négliger qu'il y a des nouvelles générations, ou des générations plus anciennes, qui veulent avoir de l'assurance de manière directe, sans forcément passer par l'intermédiaire physique. Et donc, il ne faut pas rater ce virage-là. C'est pour ça qu'on fait plus de direct d'assurance. Donc, c'est direct assurance pour le coup en France, c'est Ouzo en Belgique, c'est Prima en Italie, premièrement. Et deuxièmement, c'est de se dire comment effectivement on peut créer ou s'infiltrer dans des marketplaces, comme justement les LLM, pour pouvoir être beaucoup plus référencé. Et donc ça, c'est une acquisition qu'on a faite il y a un an, Prima en Italie, qui est à la fois un assureur direct en Italie, mais aussi une marketplace pour justement anticiper ces mutations technologiques. Et puis le troisième point, qui est quelque chose qui concerne plus la communication et le marketing, c'est comment on peut être bien référencé. Ça, c'est toutes les marques se retrouvent aujourd'hui, découvrent qu'en fait beaucoup de consommateurs vont voir sur les LLM une recommandation client plutôt que sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Et donc c'est comment on peut améliorer le référencement en réinvestissant des champs qu'on avait complètement oubliés, comme Trustpilot, comme Wikipédia, pour que quand on dit par exemple quelle est la meilleure assurance sur le marché, on tombe sur AXA et pas sur un autre concurrent. Oui, j'ai une question sur le business que vous avez dit, l'indemnisation, donc l'activité, enfin le service, c'est avec un BFR inversé parce que vous collectez la prime. Sur ces nouveaux risques que dont vous avez parlé, cyber, catastrophes naturelles, etc., comment vous avez calculé ce fameux le ratio, le rapport sinistre sur prime? Parce que pour que vous gagniez de l'argent, il faut, et autant sur du MRH, sur de l'auto, vous avez des données, vous pouvez diversifier, mais sur ces nouveaux, enfin récents ou nouveaux risques, comment vous avez fait pour pas être dedans? Et surtout, est-ce qu'il y a aussi des réassureurs comme les Lloyds, etc., pour ces nouveaux risques qui peuvent coûter très très cher? Merci. Alors, sans rentrer dans la technique financière d'un assureur qui est souvent très rébarbative, mais effectivement, il y a le ratio combiné qui est effectivement ce rapport entre la prime qu'on collecte et puis le coût du risque. Donc, on a effectivement beaucoup d'ailleurs de nouveaux métiers qui vont venir mesurer au mieux ce coût du risque pour éviter d'être trop exposé, premièrement. Deuxièmement, c'est comment on diversifie bien sur notre portefeuille pour éviter d'être trop exposé sur un risque émergent, sur un risque qu'on ne connaît pas assez bien, ou sur un risque de guerre qui s'impose et avec beaucoup de dommages assez importants. Donc, c'est on diversifie le portefeuille. Et pour l'assurance entreprise, c'est des pools souvent pour assurer une flotte, par exemple, maritime. C'est souvent des pools, on n'est jamais seul. Donc, il y a toute une technique aussi pour bien diversifier son portefeuille. Et puis, troisièmement, c'est effectivement de prendre des risques. C'est-à-dire qu'effectivement, je prends un exemple, ce qui nous concerne tous, c'est la transition climatique. Se dire une éolienne ou un panneau solaire, on n'a pas d'historicité de données. Et pour autant, si on ne l'assure pas nous-mêmes, personne ne le fera. On n'arrivera pas à faire émerger cette industrie. Et donc, il faut aussi accepter de prendre des risques. Il faut aussi accepter, par exemple, de dire « Ok, là, on pensait que ce risque allait coûter tant, mais en fait, il va coûter un peu plus » pour pouvoir faire émerger des industries qui sont vitales pour l'avenir de la planète et pour lutter contre le réchauffement climatique. Écoutez, merci beaucoup. Le temps est écoulé. Merci encore. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Shane.